Bienvenue. On a l'impression que le monde moderne est constamment en colère, n'est-ce pas? Eh bien, on va plonger dans la thèse vraiment percutante de Peggy Sastre pour comprendre d'où ça vient en remontant jusqu'à nos racines évolutives. Pour commencer, écoutons cette citation de Francis Fukuyama. Elle pose tout de suite le décor et met le doigt sur un paradoxe qui est vraiment au cœur de notre époque. Et ce sentiment, s'il est partout, regardez ces chiffres. Une enquête dans 17 pays montre qu'une écrasante majorité pense que le monde va de mal en pis. Et la France, eh bien, championne du pessimisme, avec 81%, c'est énorme. Mais c'est là que ça devient paradoxal. Parce que si on regarde les faits, les données brutes, par exemple celles que Steven Pinker a rassemblées, eh bien, elles nous disent tout le contraire. Les guerres, la violence, la pauvreté, tout ça est à un niveau historiquement bas. Incroyable, non? Alors, la grande question, c'est comment on explique cet écart monumental entre ce qu'on ressent et la réalité des chiffres. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en explorant plusieurs facettes de notre héritage évolutif. Voilà notre feuille de route. On va aborder ça en 5 points clés. On partira de nos angoisses bien modernes pour remonter pas à pas jusqu'à notre programmation la plus ancienne, la plus instinctive. Alors, premier point, le cœur de la thèse, c'est cette idée d'une haine orpheline. Notre colère d'aujourd'hui serait en quelque sorte orpheline. Qu'est-ce que ça veut dire, haine orpheline? L'idée, c'est que notre cerveau est câblé pour un monde hyper dangereux. Guerre, famine, prédateurs. Mais aujourd'hui, dans notre environnement super sécurisé, ces instincts de survie n'ont plus de vrais ennemis à combattre. Alors que font-ils? Ils cherchent des cibles, et ils transforment le moindre petit tracas en menace existentielle. Bon, pour vraiment saisir d'où vient cette haine, il faut faire un petit tour sous le capot, si on veut. Il faut regarder comment notre cerveau a été programmé à l'origine. Imaginez-vous dans la savane, il y a des milliers d'années. Si un de nos ancêtres entend un bruit dans les buissons et pense « c'est un lion », alors que c'est juste le vent, bon, il a eu peur pour rien, ce n'est pas grave. Mais s'il pense « c'est juste le vent » et que c'était un lion, c'est la fin. Cette asymétrie a sélectionné les plus prudents, les plus pessimistes. Et ça a gravé en nous cette tendance à toujours imaginer le pire. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ces mécanismes de conflit, on les retrouve à l'échelle la plus intime qui soit, dans la famille. C'est ce que Robert Rivers a théorisé comme le conflit parent-progéniture. C'est simple en fait. Du point de vue des parents, l'objectif c'est de répartir les ressources pour que tous leurs gènes survivent à travers tous les enfants. Mais du point de vue de l'enfant, c'est moi. L'enfant veut un maximum de ressources pour sa propre survie. C'est un conflit d'intérêts génétique fondamental. Cette logique génétique s'applique même à l'altruisme. Il y a cette célèbre boutade de J.B.S. Aldan qui résume tout. En gros, il disait qu'il donnerait sa vie pour 2 de ses frères ou pour 8 de ses cousins. Pourquoi? Parce que c'est un calcul purement mathématique. Dans les 2 cas, il sauve l'équivalent de 100% de ses propres gènes. C'est un calcul génétique assez froid, finalement. Mais ce calcul génétique, il a un côté beaucoup plus sombre. C'est ce qu'on appelle l'effet Cendrillon. Les statistiques sont assez glaçantes. Le risque de maltraitance est beaucoup plus élevé pour un enfant qui vit avec un beau-parent. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue purement génétique, l'investissement n'a pas de retour direct. Et en suivant cette logique jusqu'au bout, on arrive à une des statistiques les plus choquantes, vraiment, de toutes les sciences du comportement. La personne la plus dangereuse pour un nouveau-né, statistiquement, c'est sa propre mère. Surtout dans les 24 premières heures. Ça paraît horrible, mais les chiffres montrent que l'infanticide est plus probable quand la mère est très jeune, sans ressources et sans soutien. D'un point de vue évolutif, c'est un calcul absolument terrible. Mieux vaut couper les pertes maintenant pour préserver ses chances d'avoir d'autres enfants dans de meilleures conditions plus tard. Toute cette logique de compétition pour la survie génétique, eh bien, elle s'applique évidemment de manière très directe à la course à la reproduction, à la façon dont on rivalise pour trouver un partenaire. Et là, attention, l'idée reçue, c'est la guerre des sexes, hommes contre femmes. Mais la vraie guerre, la compétition la plus féroce, elle est intrasexuelle. C'est-à-dire les hommes contre les autres hommes et les femmes contre les autres femmes. Chacun essaie de se montrer sous son meilleur jour pour attirer le sexe opposé. Chez les femmes, par exemple, la compétition va rarement prendre la forme d'une agression physique directe. C'est trop risqué. Non, les tactiques sont plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices. On parle d'agression indirecte, les rumeurs, les ragots pour salir la réputation d'une rivale. Le but? La faire passer pour une mauvaise partenaire potentielle sur le long terme. Il y a un phénomène économique qui illustre ça parfaitement, c'est l'effet rouge à lèvres. C'est fou. Quand il y a une crise économique, les ventes de produits de beauté abordables comme le rouge à lèvres augmentent. Pourquoi? L'explication évolutionniste, c'est qu'en période de ressources rares, la compétition pour des partenaires qui en ont, elle, s'intensifie. Donc, instinctivement, on investit plus dans son apparence pour se démarquer. Bon, après tout ça, on pourrait se dire que c'est un tableau bien sombre de la nature humaine. Alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette programmation biologique?
Le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Les clashs sur les réseaux sociaux, la polarisation politique, nos angoisses, tout ça, ce ne sont pas des problèmes nouveaux, des pathologies de notre époque. Non, ce sont de très très vieux conflits, des stratégies de survie ancestrales, qui se jouent simplement sur une nouvelle scène, avec de nouveaux outils. Et attention, il ne s'agit pas d'un diagnostic fataliste. Ce n'est pas parce que ces pulsions sont profondément ancrées en nous que c'est une excuse. Pas du tout. Au contraire, en prendre conscience, c'est la toute première étape, l'étape indispensable pour pouvoir justement commencer à les maîtriser. C'est en comprenant cet animal, qui est en nous, en le regardant en face, qu'on se donne une chance de dépasser ces automatismes. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Nos conflits, on le voit, sont anciens, mais notre sagesse, elle, peut-elle être nouvelle ?